dans la bibliothèque de la ferme. Deuxième épisode, la féodalité. La féodalité est caractérisée par la dissolution de deux fondements de la société, l'État et la propriété. La déliquescence de l'Empire carolingien a été favorisée par les invasions hongroises, normandes et sarrasines. Elles ont créé une insécurité qui a conduit les populations à chercher des formes de liens qui soient susceptibles de mieux les protéger. C'est l'origine de la féodalité. Les anciennes institutions ayant disparu, on les remplace par des liens d'homme à homme, de seigneur protecteur à vassal. Le système est pyramidal. Chaque seigneur est lui-même le vassal d'un suzerain plus puissant. Et c'est ainsi du plus petit seigneur qui ne règne que sur ses paysans, jusqu'au roi qui est le seigneur suprême consacré par Dieu. La féodalité entraîne une dissolution de la propriété dans la mesure où le vassal qui reçoit un fief n'en est pas le propriétaire, même si avec le temps ils ont eu tendance à devenir héréditaires. Le seigneur ne détient son fief qu'à titre viager. Il peut lui être retiré sur ordre de son seigneur. Le vassal est avant tout un guerrier. En échange de la protection de son seigneur, il a des devoirs, et ces devoirs sont avant tout militaires. Il ne peut pas se marier et donc conclure des alliances sans l'accord de son seigneur. Sous les derniers Carolingiens et les premiers Capétiens, au Xe siècle donc, le pouvoir royal est en réalité très faible. Alors certes, par le sacre, le roi est bien le chef de la hiérarchie féodale, mais peu à peu, les comtes et les ducs ont pris leur autonomie et se sont mis à exercer les prérogatives royales par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils se sont mis à rendre la justice, à lever l'impôt, à battre la monnaie et bien sûr faire la guerre. La transmission de leur fief est devenue héréditaire de fait, alors que, on l'a vu, elle ne devait être qu'à titre viager. Et c'est ainsi que les ducs de Bretagne et de Bourgogne, par exemple, sont devenus plus puissants que le roi de France. Pire, celui-ci a perdu toute influence au sud de la Loire. Les alletiers étaient des paysans autonomes qui n'étaient pas placés sous la protection d'un seigneur et qui échappaient de ce fait à certaines obligations. Soit qu'ils vivaient loin du château, soit qu'ils étaient issus de familles de paysans puissants qui se défendaient seuls. En tout cas, ils devaient beaucoup moins d'impôts et ne payaient que la main morte pour hériter et donc rester libres. Particulièrement présents dans le Poitou et dans les régions montagneuses difficilement contrôlables, c'étaient des gens habitués à être indépendants et à résister. Ces régions où ils étaient présents seront aussi celles où se développera le plus le protestantisme. Les serfs, du latin servus, esclaves, étaient soumis à deux principales contraintes. Ils payaient une petite somme matérialisant leur soumission en tant que serfs et ils devaient acquitter une taxe s'ils voulaient épouser une femme qui appartenait à un autre seigneur. Jusqu'au XIe siècle, la frontière entre le monde laïque et le monde religieux n'était pas très précise. Ainsi, par exemple, un évêque pouvait tout aussi bien être un seigneur en son fief. Dans une société encore très fragmentée, la religion est la première source d'unité et de valeurs communes. L'Église sut en tirer parti en s'assurant un rôle important dans l'instauration des règles au sein de la féodalité. À partir du XIe siècle, l'Église uniformise les pratiques, sacralise les rapports de vassalité et vérifie que la hiérarchie féodale est bien respectée. Elle devient de fait l'institution dominante du système féodal. L'essor européen, à partir du XIe siècle, est très difficile à expliquer, nous dit Marc Ferraud. Ce qui est certain, c'est que les causes en sont multiples et que certaines ont des origines extra-européennes. Car le monde féodal, s'il est unifié par la religion chrétienne, n'est pas un monde clos.
Alors, dans les campagnes, l'extension de la surface cultivée suscite des progrès techniques dans l'agriculture. Ainsi se généralise l'assolement triennal dans le nord du pays et la traction animale qui est plus efficace. La France a aussi une particularité qui perdurera longtemps. Les campagnes françaises sont le lieu où se développent des activités artisanales et notamment l'industrie textile. Les villes. Au sud de l'Europe, les villes italiennes sont le premier moteur du commerce européen. Elles profitent des croisades qui favorisent les échanges avec Byzance, avec les pays arabes et l'Orient. Les Lombards commencent à développer la banque, les lettres de crédit et le change. L'autre centre de reprise des échanges, lui, se situe autour des villes de Flandre. Ce sont des villes industrielles, on y travaille le bronze et le laiton, et surtout la draperie qui utilise les laines anglaises d'importation. C'est aussi l'époque des grandes foires de Champagne, dont l'importance a été bien relevée notamment par Fernand Braudel. D'abord recroquevillées sur elles-mêmes, les villes se développent petit à petit, surtout à partir du XIIe siècle. Ce sont des villes commerçantes, des villes foires ou des villes capitales administratives comme Paris, Londres, Poitiers ou Arles. Toutes sont vassales d'un seigneur. Et bientôt, fatalement, des querelles de préséance vont apparaître entre l'Église, le roi et la ville, notamment à Paris. Les villes vont activement travailler à promouvoir la paix pour que le commerce qui les fait vivre puisse prospérer. Les aspirations des citadins à la paix vont ainsi devenir un puissant facteur de civilisation. L'instauration des universités est aussi associée à la renaissance des villes, au besoin des bourgeois de s'instruire pour mieux développer leurs affaires, mais aussi au souci de l'Église d'aider et de contrôler ces lieux où se regroupent des maîtres et des écoliers. À cette époque apparaissent les intellectuels qui feront de leur savoir un pouvoir, celui de légitimer le droit à gouverner de l'Église et bientôt de l'État. Cette nouvelle caste sera à l'origine de ce que Pierre Bourdieu appellera le capital culturel, mais cette question, très importante pour le sociologue, fera très certainement l'objet d'une série de lectures à part entière, car elle traverse toute son œuvre. Dans le système féodal, donc, comme n'importe quel vassal, la ville devait obéissance à un seigneur. Mais avec l'accroissement des villes et leur enrichissement, les ouvriers, les artisans et les marchands supportaient de plus en plus mal cette tutelle. Cette population industrieuse s'est donc organisée en corporation pour défendre ses intérêts, voire parfois se révolter. Souvent, ces révoltes, après les représailles de rigueur, ont donné lieu à des compromis, et certaines villes se sont vues octroyer une relative autonomie, comme la capacité de prélever certaines taxes et impôts, ou de constituer sa garde et former ses soldats. La bourgeoisie va naître de cette affirmation politique progressive des marchands et des artisans qui font la prospérité des villes. À partir du XIIe siècle, on assiste aussi à la multiplication des cathédrales gothiques, surtout dans le nord, le sud préférant garder les églises de type roman ou traditionnel. S'élevant très haut et disposant de nombreux vitraux, elles inscrivent de manière spectaculaire le pouvoir de l'évêque au cœur de la cité. Les cathédrales sont le symbole du bas Moyen-Âge et de la ville, quand le château était le symbole du haut Moyen-Âge et de la campagne. Elles incarnent la communauté des fidèles, et non plus le domicile de Dieu comme le temple antique. Elles sont un lieu de vie où les fidèles aiment à se retrouver. Les Capétiens. Au début, leur fief, le domaine royal donc, peut sembler un peu mince. Pour autant, le pouvoir du roi de France n'est pas négligeable, et surtout, il est centralisé. Le roi connaît le nombre de ses sujets, et donc le montant des impôts à percevoir, et même le nombre d'arbres plantés. Alors que la royauté était jusqu'alors officiellement élective, Hugues Capet rétablit le principe héréditaire qui s'était considérablement altéré depuis la fin du règne des Carolingiens. Pour montrer l'exemple, il fait couronner et sacrer son fils de son vivant. Cette nouvelle règle va contribuer à fortifier et à stabiliser le pouvoir des Capétiens, d'autant que le hasard a fait qu'ils aient toujours eu un héritier mâle.
En Germanie, par contre, où l'empereur était élu, des conflits interminables ont fini par entraîner un affaiblissement de son pouvoir. Enfin, contrairement à l'empereur, le pouvoir du roi de France ne dépendait pas du pape. Soutenu par le clergé, sacré par l'archevêque de Reims, le roi de France est considéré comme le fils aîné de l'Église et l'élu de Dieu. Il bénéficie à ce titre d'un avantage symbolique et religieux considérable à cette époque. C'est sous le règne de Philippe Auguste, à cheval entre le XIIe et le XIIIe siècle, que commence véritablement la reprise en main de l'État royal. Guerres, alliances et intrigues vont lui permettre de multiplier par 5 la taille du domaine royal, d'où son surnom d'Auguste. Seule l'Aquitaine reste aux mains des Plantagenets dont le royaume glisse vers l'Angleterre. Philippe Auguste est un des premiers Capétiens à avoir voulu donner à la bourgeoisie un rôle officiel dans le gouvernement. Il fit ainsi venir les notables des villes aux séances de la cour, aux côtés des barons et des prélats. Lorsqu'il partit en croisade, c'est à 6 bourgeois de Paris, dont il fait la véritable capitale du royaume, qu'il confie la garde du trésor et du sceau royal. Saint Louis, au XIIIe siècle, va renforcer encore le pouvoir et l'autorité de l'État. Il donne au sacre sa figure irréversible et définitive. Le sacre n'est pas le couronnement. Le couronnement, c'est la délégation du pouvoir de Dieu à un monarque, alors que le sacre est une onction par Dieu. Le roi devient l'intermédiaire sacré entre le peuple et son Dieu. Après l'achèvement de la cérémonie du sacre, le roi est couronné. L'Église à la tête de la chrétienté. Au début, l'autorité de l'Église a commencé par se déployer sur les élites qui gouvernaient. À l'inverse de l'Empire byzantin, dont les villes avaient été christianisées très tôt, en Occident, ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que l'Église acquiert une véritable influence sur les comportements privés, des paysans d'abord, puis des citadins. Cette christianisation s'est faite grâce aux moines, aux prêtres et aux curés. Cette autorité nouvelle de l'Église n'aurait pas vu le jour sans la réforme de Grégoire VII et ses successeurs au XIe siècle. La réforme grégorienne avait un objectif clair. Il fallait faire des prêtres une caste, un modèle, séparé et indépendant de la vie et du pouvoir des laïcs. Ainsi fut retiré au roi, au seigneur et à l'empereur le pouvoir de nommer et d'investir les évêques. Désormais, seul le pape le peut. S'agissant d'un ecclésiastique, tout contact avec le sang et le sperme était désormais condamné. Or cela étant, malgré la réforme spirituelle et politique, les papes ont toujours été conscients que leur pouvoir était avant tout symbolique, et ils en ont usé en tant que tel. Nous verrons dans la série consacrée à Pierre Mussot, encore une fois, que la réforme grégorienne a effectivement très bien su tirer parti du pouvoir symbolique qu'elle s'octroyait en fondant la légitimité du pouvoir temporel sur une finalité religieuse dont elle détenait in fine le monopole. Les ordres mendiants, alors notamment les franciscains et les dominicains, sont apparus au XIIIe siècle dans les villes. Ce sont les frères prêcheurs parmi lesquels l'Église choisissait ses inquisiteurs. Leur mode de vie ne ressemble à aucun autre. Ils ne vivent pas isolés comme les moines, mais au milieu de la cité, parmi les fidèles, sans être assimilés au clergé séculier, c'est-à-dire les évêques, les curés et les prêtres. Placés directement sous l'autorité du pape, ils forment une sorte de milice dévouée à la papauté. Spécialistes de la confession qui se développe à cette époque, ils sont à l'origine de la notion de purgatoire, qui est le premier pas vers un marchandage spirituel qui culminera avec les premières indulgences. Les ordres mendiants permettent à l'Église de mieux encadrer la population des villes, alors en expansion, et de ranimer la piété. En effet, l'essor des villes représente un défi pour la foi catholique. Le progrès du commerce entraîne un afflux d'argent, de gens et de métiers nouveaux, donc
de nouveaux lieux de rassemblement et de discussion qui sont propices au développement des hérésies, à la remise en cause de l'orthodoxie et à la propagation des vices. Les croisades ont eu pour effet, entre autres, d'assurer l'essor des villes italiennes qui connaissent une première renaissance, et dont les représentants les plus connus aujourd'hui sont Dante, Pétrarque ou Boccace. Venise en est peut-être la plus illustre. De sa prospérité témoigne le florin d'or devenu monnaie de tout l'Occident. Mais elle s'illustre aussi par sa primauté dans l'art du gouvernement des banquiers Médicis. Ces villes italiennes, mis à part le royaume de Naples qui est rattaché à l'Aragon, ont su profiter de l'éclatement et de l'affaiblissement de l'Empire romain germanique et de sa lutte avec la papauté pour se développer et s'enrichir. À la fin du XIVe siècle, la chrétienté se scinda en deux camps avec deux papes. L'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne soutenaient Urbain VI, la France, la Castille et l'Écosse défendaient la candidature de Clément VII. Ce schisme va durer 39 ans, et il va entraîner logiquement l'affaiblissement du pape, de sa puissance et de son prestige. Dans le même temps, les églises nationales, elles, gagnaient de plus en plus en autonomie, et les États s'émancipaient de plus en plus de la tutelle de la papauté. La formation des grands royaumes. La guerre de 100 ans a marqué la vraie naissance des nations françaises et anglaises. Au même moment, la nation espagnole se constitue avec la Reconquista qui met fin à la civilisation musulmane ibérique. En plus de ce premier mouvement national, la France, l'Espagne et la Russie se construisent aussi en tant qu'État centralisé. Et c'est ainsi que, à partir du XVe siècle, même les représentants de l'Église chrétienne se regroupent par nation lors d'un concile. Cela montre bien qu'à l'intérieur des structures de l'Église, la chrétienté n'est plus une force de rassemblement suffisante. Le projet de Grégoire VII de faire du moine un modèle pour les chrétiens fait peu à peu faillite. De ces crises, les États vont sortir renforcés, tandis que l'identification à la nation prend peu à peu la relève de l'appartenance à la chrétienté. Saint Louis avait commencé à séparer les fonctions royales des conceptions religieuses, mais il avait continué à servir la cause religieuse. Philippe le Bel, fin XIIIe, début XIVe, et premier des rois maudits dans la magnifique saga de Maurice Druon, ira plus loin dans sa volonté de dissocier son pouvoir de celui de l'Église. La présence, dans l'entourage du roi, de légistes pour le conseiller et non plus de personnages religieux ou d'ordre mendiant, illustre ce changement. Le roi est désormais guidé par des juristes qui font valoir que la fonction royale n'a plus à dépendre des pouvoirs ecclésiastiques. Il rappelle que l'Église ne désigne pas les pouvoirs, elle les sacre. Pour la première fois, le droit est ce qui donne une légitimité à l'État. En ce sens, selon Marc Féraud, Philippe le Bel est bien le fondateur d'un État laïque. Mais les légistes vont aller plus loin dans leur volonté d'autonomiser le pouvoir du roi. Ils vont donc s'attaquer à la question des rapports entre les seigneurs, c'est-à-dire les rapports de vassalité. En clair, ils remettent en cause les fondements même de la société médiévale. En effet, ils jugent que la puissance royale doit affirmer une légitimité indépendante des relations d'hommage et de subordination propres à la féodalité. Et cette nouvelle légitimité, évidemment, ils se proposent d'en être les garants par leur pratique du droit. Encore une fois, je reviendrai sur ces questions lorsque j'évoquerai la sociologie de l'État de Pierre Bourdieu. La guerre de 100 ans, entre le XIVe et le XVe siècle. L'expression date en fait du XIXe siècle. Avant, on appelait cette période le temps de la détresse. Et en réalité, elle dura plus de 100 ans, mais elle fut, heureusement, entrecoupée de trêves. Le premier conflit de cette guerre opposait Capétiens et Plantagenets dans une guerre féodale franco-française. Le conflit était entre le roi et son vassal, le duc de Normandie, également roi d'Angleterre. Mais peu à peu, les combattants changent d'état d'esprit à force de se combattre.
L'un des camps se considère vraiment comme anglais et l'autre comme français. L'identité nationale des protagonistes apparaît, les héritiers des Plantagenets sont perçus peu à peu en France comme des étrangers, et ce sentiment culmine avec Jeanne d'Arc qui va incarner le patriotisme français face aux Anglais. La guerre de Cent Ans, qui avait commencé comme une guerre féodale, se termine donc comme une guerre entre nations. Toutes les populations sont très éprouvées par cette guerre, et surtout lorsqu'elle s'accompagne de la Grande Peste qui a décimé plus du tiers de la population européenne. Mais ce sont surtout les villes qui vont manifester leur colère en se révoltant. Un embryon d'opinion publique apparaît ainsi au sein de la bourgeoisie naissante qui estime que la guerre coûte trop cher. En effet, à travers l'impôt, ce sont les villes qui financent la guerre et qui payent la rançon du roi. Et ainsi, en 1357, lors de la réunion des États généraux, Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, prend la tête de ce mouvement de mécontentement. Il propose une ordonnance visant à associer des représentants de la ville à la gestion des affaires financières de l'État et à instituer un contrôle des dépenses. Son action suscite une grève générale et entraîne une révolte jusque chez les paysans. Même si le mouvement est facilement réprimé par la monarchie, dont l'autorité sort en fait renforcée à l'issue de cette crise, il va avoir une grande importance symbolique. Pour la première fois dans l'histoire, la bourgeoisie s'était organisée pour chercher à imposer ses revendications au pouvoir royal. Cette révolte des bourgeois a ouvert la voie aux soulèvements populaires qui auront lieu tout au long des XVIe et XVIIe siècles jusqu'à la Révolution française. Alors, évidemment, le phénomène n'est pas spécifique à la France. Au XIVe siècle, l'affirmation politique des villes a lieu dans l'Europe entière, qu'il s'agisse des cités-États, comme Venise, Gênes ou Pise, ou des villes anglaises qui se révoltent contre le roi. Entre-temps, la centralisation du pouvoir continue. Ainsi, Charles V profite d'une période de trêve dans la guerre de Cent Ans pour rationaliser le fonctionnement du royaume. Avec Du Guesclin, personnage héroïque, ils vont poser les fondements d'une armée professionnelle et permanente. Pour la payer, les structures de l'État sont renforcées, notamment en réorganisant l'impôt. La rationalisation des finances s'accompagne d'une bureaucratisation du pouvoir. De nouveaux fonctionnaires apparaissent. Notaire du roi, maître de monnaie, conseiller aux requêtes, tous ceux qui contribueront à construire le capital culturel légitime dont nous sommes les héritiers. Cela étant dit, la fiscalité française, et d'une façon générale, la fiscalité des États qui commençaient à se mettre en place, s'inspirait très largement de la fiscalité imaginée par la papauté, qui avait un rythme de vie dispendieux. Néanmoins, en pleine guerre de Cent Ans, cette œuvre de reconstruction de l'État demeure fragile. Le destin du royaume et celui du roi restent encore très liés. Ainsi, par exemple, à la mort de Charles VI, qui était devenu fou pendant un règne de plus de 30 ans quand même, le royaume a été réellement menacé de disparition.